Des communications gratuites, sans limite et à vie, tous les soirs et week-ends. Allez, Bibiche, enfin, viens pousser, toi. SFR, vous n'avez pas fini d'être libre. Les filles, je vais vous donner un bon truc pour faire fondre les garçons. Fondant tout chocolat Alsa. Juste 4 œufs, je mélange, je contrôle bien la cuisson et voilà un fondant tout chocolat riche en beurre, légèrement craquant dessus et fondant à cœur. Même mon père ne résiste pas. Fondant tout chocolat Alsa. Découvrez l'incroyable fraîcheur du nouveau mini-doux Kiwi Passion. Mini-doux, Kiwi Passion, quel doux frisson. Kiwi Passion, quelle fraîche sensation. Nouveau mini-doux Kiwi Passion, fraîcheur de rêve, douceur de rêve. Est-ce que ça va leur plaire? Lorsque vous faites un cadeau, ne prenez pas le risque de vous tromper. Choisissez quelque chose qui plaît à coup sûr, comme les spécialités Ferrero. Vous pouvez offrir Ferrero Rocher, Mon Chéri et toutes les spécialités Ferrero dans l'exclusif assortiment Ferrero Prestige. Les spécialités Ferrero, l'assurance de faire toujours plaisir. Vous connaissez le petit dernier de Langto? Brin de paille. Un brin de caractère, un brin de douceur, mais surtout un brin de fondant. Enfin, un brin de paille, quoi. Brin de paille de Langto. Vous n'en changerez pas de sitôt. Noël, le jour de l'an, ça vous dit quelque chose? Non, Toto. Oh non, tu vois, c'est drôle, mais j'ai plus de goût à rien. Ce soir, je joue avec mes amis. Ah bon? Dans quel honneur? Pour les amis. Musique. Les fêtes sur France 3. Sans indiscrétion, c'est pour m'annoncer cette bonne nouvelle que vous m'avez réveillé. C'est le dégel. C'est épatant. La fonte des glaces. Vous oubliez l'élément humain. On est invité aussi? La canicule. Bon, je me savons dire merci pour ça. Oh, bah là, qui joue au Père Noël, maintenant. Et si j'avais mieux que ça? Venez goûter à la douceur de notre hiver. Vous donnez des réceptions, feriez-vous faire votre travail? On le plus dans cette époque de merde, c'est la chaleur humaine. Non, Toto. Pour conclure en beauté, un an, un siècle, un millénaire. Passez vos fêtes sous le soleil de France 3. Faut pas aller trop chercher parce que... Moi, je raconte des histoires qu'on raconte souvent dans les bistrots à l'heure de l'apéritif. Et au lieu de les raconter devant un zinc, devant un bar, ben, je les raconte sur scène. Ça va pas plus loin. Pour plaire à la masse du public, il faut des choses faciles. Faut pas aller trop chercher parce que... Chine à écrire des histoires drôles, des histoires poétiques. Et son plaisir et son métier, c'était de les raconter devant des gens. C'est le drame. On est là, Coluche. On a l'impression qu'avant Coluche, il n'y avait personne et qu'après, déjà, il n'y avait personne. Et je veux dire, Fernand Reynaud, il a quand même été extrêmement important. C'était le comique le plus populaire dans les années 60, 70, enfin de loin, le numéro 1 absolu. On ne pouvait pas ne pas penser qu'il allait réussir. C'était pas possible. Il avait la marque du génie, ce garçon. Ça se sent. De la même manière que Thierry Leluron, il a donné des lettres de noblesse aux imitateurs, je pense que Fernand Reynaud a donné des lettres de noblesse à lui. Quand on l'évoque, on se rappelle une multitude de sketchs. Il n'y a pas seulement un sketch, il y en a de plus en plus. Alors, il y a le 22 Asnières, il y a Comme à défaut, il y a... Humoriste, c'est toujours le reflet d'une société et d'une époque. Et c'est vrai que Fernand Reynaud était le reflet de la France des années 60. C'est vrai qu'entre la France des années 60 et la France de l'an 2000, il y a 40 ans qui s'est écoulé, il y a tellement de choses qui ont changé. Mademoiselle l'employée des PTT. À l'ère du portable, le sketch du 22 Asnières, on l'écoute avec plaisir parce qu'il y a toujours le talent, la grâce, la naïveté, etc. Mais c'est vrai que c'est plus un sketch, c'est pas moderne, quoi, ça c'est clair. Et en même temps, ce que je trouve moderne, moi chez lui par contre, c'est ce regard des personnages entre eux, quoi. En fait, ça c'est pas du tout démodé. Oh. Je trouve qu'il est aussi très représentatif d'une certaine mentalité française de base, un peu d'une espèce de, ce qu'on pourrait dire, l'âme du français moyen, quoi. Il y avait un peu ça, des années 60 bien sûr, mais qui, voilà, une espèce de quintessence du français moyen, je trouve. Il ne faut jamais oublier que si on cherche à expliquer un peu le caractère de Fernand, c'est un paysan.
C'est un paysan avec ce que ça compte de roublardise et de naïveté. Les deux choses se mélangeant au point qu'on ne sait plus jamais où on en est. Bon, que je dis rien, j'ai peut-être dans les 85 hectares de vigne. Mais la vigne, ça paye pas. Ça lui paye. Ça paye quoi. Ça paye le sulfate, quoi. Et au prix où est le mildiou. C'était un homme très bizarre. C'était un homme qui était... c'est vrai qu'il n'était pas cultivé quand il est arrivé à Paris. Il en souffrait beaucoup. Et la première chose qu'il s'est acheté avec le premier pognon, c'est un Larousse en 6 volumes. Oui, j'ai acheté les prix Nobel pour épater ma femme de ménage. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de les lire, mais c'est pas du tout mon truc. C'est les livres où il faut les lire plusieurs fois la même phrase pour les comprendre. Je ne comprends pas, je ne me vois pas. Comme au hasard, je suis en train de dire, mais la prétendue lumière excusée, repartie promptement, peut servir à nous faire voir promptement ici, dans la prétendue vie, pour nous faire voir au-delà de celle-ci. Elle ne sert à rien. Croyez-le, et bien plutôt nous nuit. Je me vois pas en train de dire ça, Bobino. Papa! Quoi? Pourquoi que les vaches, elles ont des cornes, et puis que les chevaux, ils en ont pas? C'est étudié pour. Papa! Quoi? L'autre jour, il pleuvait. Et en voyant cette pluie bienfaitrice qui crée sur le sol des petits rues, qui allaient grossir des ruisseaux, qui eux-mêmes allaient amplifier des fleuves, je me suis dit, papa, depuis des milliards d'années, qu'il y a des milliards de mètres cubes d'eau, des fleuves qui vont continuellement dans les océans. Pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder? Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais? Papa, fous-moi la paix! Fils d'imbécile! Oui, papa. Parce que si tu veux jouer les idiots avec moi, eh bien nous serons deux. Et c'est toi qui perdras. La dernière fois, fous-moi... Papa! M'écoute, Toto, moi qui suis ta grand-mère, j'avoue franchement que ce soir, tu finis par embêter ton père. À vous la belle-mère, hein, foutez-moi la paix. C'est mon gosse. Et il a le droit de s'instruire. Mon père est né le 19 mai 1926 à Loradou. Loradou était une cité Michelin, c'est-à-dire les usines Michelin avaient construit des logements pour les employés qui travaillaient chez eux. Il a quitté la cité de Loradou parce qu'il s'était fâché avec son père, je crois que c'était en 1943. Lui voulait faire l'artiste. Mais dans l'esprit de la famille, que Fernand fasse l'artiste, c'était un caprice de caractère. Et tout le monde a dit, même jusque dans ses années de succès, ça ne durera pas, ça lui passera. Et le regret de mon grand-père vis-à-vis de son fils, ça a été de le voir faire l'artiste et non pas d'être rentré comme lui dans les usines Michelin. Je suis le magasinier. Alors je suis assis toute la journée derrière mon guichet. Et puis quand un ouvrier il a besoin d'une pièce quelconque, alors il vient, il me réveille en sursaut. Il me fait peur. Je voudrais un petit boulon d'huître. Alors je fais pivoter mon petit fauteuil, je fais mettre de la molesculine, c'est rembourré. Je fais mettre des roulements à billes dessous, j'ai tiré d'une vieille roue, alors je prends un petit boulon d'huître, hop, j'y donne et j'écris un boulon de huître. Voilà. voilà. Et puis des fois comme ça peut attendre 2-3 heures, comme ça peut attendre 2-3 jours. Je suis toujours assis. Puis il y en a un autre qui vient, il m'a fait peur. Une passe multiprise. Hein. Quel acier, mi-dur, mi-doux, hein. Vanadium, hein, pour un chef. Je prends ma passe multiprise, en vanadium, j'enlève les toiles d'araignée, je viens dans le guichet, puis je lui donne ma passe multiprise. Voilà. voilà. Il travaillait à Clermont, hein. Il travaillait, je ne sais pas dans quelle usine il travaillait, mais enfin il avait un travail manuel et très dur. Et
ça a été en même temps, à côté, il travaillait le mime, il avait cette idée de faire du spectacle, et quand il est arrivé à Paris, ça a été très très difficile au début. Il a vraiment tiré le diable par la queue au départ. On s'est rencontrés au théâtre des Trois Baudets, où, contrairement à ce qu'il a fait par la suite, il ne parlait pas, il faisait du mime, et c'était déjà très très drôle. Moi, je le voyais parce que j'arrivais après lui et je pouvais voir son numéro de la salle. Donc j'ai suivi l'évolution de son numéro pendant un an ou deux. C'était bien placé, quand c'était fixé, c'était fixé. C'est le doigt à faire, donc ceux-là. Donc vous aviez toujours, regardez-le, quand il a toujours ses deux doigts, il avait deux doigts coupés ici. Il était à la gare, je crois, c'est Iron des Burons, ou je ne sais plus laquelle exactement. Il était donc sur le quai de la gare, le train devait arriver 20 minutes plus tard, et au moment de s'asseoir sur le banc, il voit un couple d'amoureux qui s'embrassent. Il était très jeune, il avait 18 ans, je crois. Et pour ne pas déranger ce couple d'amoureux, il s'est assis sur le quai entre la voie ferrée et le quai. Et puis il s'est endormi. Et le train est arrivé. Il était entraîné par le souffle du train, par les wagons. Il était donc sur la voie ferrée, et en passant, les wagons lui ont coupé 2 doigts de la main gauche. Dans les années 50, quand commence à s'installer vraiment la télévision, il y a 2 émissions qui vont vivre leur vie côte à côte. C'est La joie de vivre de Spad et 36 chandelles de Nohain. Et Jean Nohain était devenu un monument, et le monsieur par lequel les artistes devaient penser. Et il recherchait un artiste comique, pour amuser donc dans ses émissions. Et Jacques Canetti avait recommandé à Jean Nohain un artiste dont j'ai oublié le nom, et cet artiste-là, ce jour-là, était malade. Et il a dit à Jean Nohain, va voir Fernand Reynaud, c'est un mime extraordinaire, peut-être il te plaira. Je vais le voir en numéro 1 du spectacle, bien sûr, il faisait L'homme dans le train. Vous vous rappelez peut-être ça. Et il m'avait tellement emballé tout de suite que je vais à l'entracte le voir. Vous, ses amis, imaginez Fernand Reynaud, avec tous ses cheveux. Il venait de faire son mime, et vous savez, il disait, ça bricole. Ça commence à bricoler pour lui. J'arrive à l'entracte, je lui dis, monsieur, je ne vous connais pas, mais vraiment, ce que vous faites me plaît énormément, j'ai bien envie de vous prendre à la radio ou dans ma troupe, mais je vous suggère ceci, comme ce que vous faites rappelle un petit peu les dessins, les petits premiers films, vous devriez mettre un peu de musique, vous devriez un piano, des accordés, un peu comme... Et Fernand, ce sont les premiers mots qu'il m'a dit, à moi, qui à ce moment-là était assez fort à la radio, enfin je pouvais rendre service aux artistes. Il me regarde et dit, monsieur, vous n'y connaissez rien. Ce sont les premiers mots qu'il m'a dit. Et j'ai été tellement emballé de voir un artiste
qui, au lieu de se mettre à plat ventre comme tous les débutants, oh, monsieur Nohain, mais vous avez raison, mais certainement, mais comme vous... Ah, mais je vais le faire tout de suite. Non, monsieur, vous n'y connaissez rien. La chance de mon père a donc été d'être engagé par Jean Nohain. Ce qui intéressait Jean Nohain, c'était d'avoir un comique efficace. Et lorsqu'il y avait un bouche-trou, c'est-à-dire deux artistes qui n'étaient pas synchronisés, ou bien un problème technique ou autre, Fernand, clac, et il racontait une histoire. Mais mon père m'a dit aussi que de temps en temps, Jean Nohain avait tendance, pris dans l'ambiance, à l'oublier. Alors, il rentrait directement, sans lui demander son avis. Mais c'est vrai que, quand on regarde des fois des extraits de 36 chandelles, on voit Jean Nohain qui parle et mon père qui rentre. Tant d'autres amis. Qu'est-ce que c'est, M. Fernand Reynaud? Vous allez voir comme les gens sont méchants. J'ai ennuyé. Vous n'avez pas vu ma sœur? Mais non, j'aime bien le costume, parce que c'est très précis, la silhouette de Fernand Reynaud. Bien sûr que souvent tu n'as pas ton par-dessus, mais pour les Français, la silhouette de Fernand Reynaud, c'est le petit par-dessus couleur mastic et le petit chapeau sur le haut du crâne. J'ai eu un manteau parce que j'arrivais d'Espagne, parce que j'avais un numéro international avant. De mime. De mime. Oui, j'étais en Égypte, en Italie, en Espagne, et en revenant d'Espagne, Jean Nohain m'avait engagé pour faire une émission. Puis on m'a piqué ma valise avec mes costumes. Il restait que mon manteau. Alors il fallait passer, c'était en direct, alors je suis rentré avec mon manteau. Puis les gens ont rigolé quand ils m'ont vu avec ce manteau. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette andouille? J'étais ravi, pour un comique, de passer pour un crétin. Bien sûr. Merveilleux. Alors je suis resté longtemps comme ça, et ça m'arrive quelquefois encore de rentrer avec mon manteau. Je suis très à l'aise dedans, parce qu'on est diminué. Mais c'est pas des vrais naïfs, ils sont à la fois naïfs et très intelligents. Et moi je dis toujours qu'il faut être très intelligent pour bien jouer les naïfs, en fait, pour jouer les imbéciles. Parce que si on fait juste un imbécile bête, c'est pas drôle. Par contre, si on le fait avec intelligence, un imbécile, ou quelqu'un qui est décalé, qui a un regard naïf sur les choses, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant. Et je trouve que chez Fernand Reynaud, il y a cette double dimension. Il y a à la fois une espèce de naïveté sur les choses, et en même temps une grande intelligence des rapports humains, de la nature humaine. Il faut dire sur scène des choses vraies. Il ne faut pas dire de bêtises sur scène pour faire rire. C'est un paradoxe. Je suis directeur. J'étais venu vous dire que je gagnais 28 000 francs par mois, puis que j'avais 10 000 francs d'hôtel tous les mois. Alors, si... Ah, mais bien sûr, je vais faire quelque chose tout de suite pour vous. Écoutez, vous savez que j'ai des relations. Je pense bien. Écoutez, nous sommes lundi, et vous venez me trouver le mercredi. Vous en faites donc pas, va. D'ici là, je vous aurais trouvé un hôtel moins cher. C'est vrai que des fois, dans ces sketchs, il y a des blagues qui sont améliorées et amenées au niveau de sketch. Il était un peu à la charnière du raconteur de blagues. Et de ces blagues-là, il a fait un peu ce qu'on pourrait dire l'origine du stand-up, c'est-à-dire de parler directement au public, et puis du sketch tel qu'il se pratique actuellement avec des personnages. Donc il a finalement retravaillé les blagues en partant souvent de bases de blagues pour en faire des vraies histoires, de vrais sketchs avec des personnages interprétés, joués. Son côté de paysan un peu borné, faussement naïf, il y avait un sens de l'observation exceptionnel. Et d'ailleurs, tous les personnages avec lesquels il nous a fait rire sont des personnages dont la vérité est totale. Il n'hésitait pas souvent, quand on était soit en vacances ou même en tournée, à s'arrêter dans des tout petits boui-boui et à essayer d'engager la conversation. Des fois, avec ma mère, on n'était pas trop contents parce que c'était pas toujours très propre aussi. Là. Mais enfin, il fallait bien sarcler. Il fallait bien bêcher la culture, les gens qui étaient autour, leur sortir ce qu'ils avaient en eux. Tout ça pour un jour, tonton, pourquoi tu tousses? Ça a eu payé. Vous pourriez pas me passer le 22 à Agnières? Des phrases qui frappaient l'imagination, qui restaient en lui. C'est rare les comiques qui donnent des expressions. Coluche en a donné, Fernand en a donné. Fernand a donné, il a donné bourreau d'enfants, il a donné heureux. Il a donné des expressions qu'on a employées pendant c'est étudié pour. Tout ça, c'est des expressions qui sont rentrées dans le langage courant et que Fernand a donné. Or, il les a entendues. Il allait au bistrot, il écoutait, il avait un sens de l'observation tout à fait étonnant. Il m'arrivait de lui raconter des aventures que j'avais connues dans ma vie, comme n'importe qui d'entre ses amis aurait pu lui raconter. Eh bien, il en prenait la quintessence, il la transformait. Je crois qu'un jour, nous passions en chemin de fer vers Marseille, et il se trouve qu'il y a la petite colline où en 1917, on m'a appris le tir. Et je lui ai montré la colline. Je lui ai dit, là, tu vois, on m'a appris à tirer le canon.
Et je lui racontais l'histoire de mon adjudant ou de mon sergent-chef avec l'histoire du canon. Là, ça l'a emballé. Et c'est devenu le monument extraordinaire que vous savez, parce qu'il enjolivait, il en rajoutait. Mais chaque fois, c'était nouveau. Combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du fût? Vous allez me répondre. Vous avez une tête d'intelligent? Non, pas vous. Non, vous. Non, pas vous. Non, mais... Vous! Ça dépend. S'il y a du vent. Je vous demande pas ça, moi, arriéré. Je veux ouïr ce qu'il y a d'écrit. La question est posée en lettres gothiques. Je veux ouïr en français ce qu'il y a d'écrit en italique. Je veux pas dire gna. Combien de temps ça peut mettre un fût pour se refroidir quand l'obus est sorti du fût? 50 minutes. Non. Vous! Alors là, moi, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi, j'ai dit le deuxième, ça va être ma pomme. On est 500, le deuxième, c'est moi, dis donc. C'est pas beau, ça? Dans le civil, j'ai pas touché une fois le tiercé, dis donc. Même pas dans le désordre. Je me pointe ici, je prends pas de billets, j'arrive placé, dis. Il faut plus de 50 minutes, hein? Ah oui, il faut plus de 50 minutes. Il faut bien compter un bon quart d'heure. Non! Vous! 3 jours. Vous me les ferez les 3 jours. Vous! Ah, un peu de calme, s'il vous plaît. Oh. Je suis pas du continent, moi. Je suis d'Ajaccio. T'as pas vu comme il me parle à moi, lui? Il me parle à moi comme à n'importe qui. Prétentieux, va. Alors lui, il a dit 3 jours, il a eu 3 jours de prison. Faut bien compter une grosse seconde. Pour lui, la scène était l'occasion d'une improvisation constante. Il disait, je ne sais plus qui l'interviewait, est-ce que vous improvisez? Il dit oui, il disait oui, on improvise constamment. Et je pense qu'un artiste sur scène, même s'il ne change pas une virgule de son texte, c'était pas son cas, mais même s'il ne change pas une virgule de son texte, il improvise, il est même fait pour ça, c'était quelque chose de vivant. Il arrivait, ça jaillissait, il savait la ligne de ce qu'il allait dire. C'est ça, le fil il dit, je vais continu. vous raconter le régiment qui passe, et puis il savait le faire. Et il improvise. Mais les mots, enfin quand il avait des sketchs à mots, il improvisait chaque fois. Mais il selon m'arrivait réaction. souvent, comme à toi, d'être au premier rang. On avait envie de lui souffler, il oubliait des choses. Absolument, Tellement et il c'était revenait. jaillissant, spontané, naturel. Vous, alors quand même, vous me questionnez-moi maintenant. Enfin, vous me questionnez-moi. Alors, depuis le début, j'étais content, j'ai dit, il y a une question que je connais. Moi, les cacanons, je les connais, j'ai un cacaton, je connais les petits cacanons, les cacanons. Alors, au lieu de me questionner moi, questionnez-vous, pourquoi il m'a pas questionné moi? Alors, il y a du piston, et pourquoi il m'a pas questionné? Je le sentais, c'est curieux. J'ai dit, les cacanons, je les connais, au lieu de me 8 jours de permission si vous la mettez en veilleuse. Et pourquoi j'ai pas de réponse? Les cacanons, je connais ma parole, les cacanons, c'est l'acier mi-doux, acier mi-doux, frottement, échauffement. J'avais 4 ans, j'avais des cucanons, comme la grosse Bertha, qui avait les plus belles cuculasses qu'on ait jamais vues. En 2 semaines de permission si vous la mettez en veilleuse. Je vais vous la donner, la réponse, bande d'andouille. Le fût, pour se refroidir, il met pas 15 secondes, ni 20 minutes, ni 30 ans, ni 6 secondes et demie, ni 22 minutes. Il met un certain temps. Il ne supportait pas, d'abord, qu'il y ait du bruit dans la salle. Il s'arrêtait, il était capable de sortir de scène. Et alors, il avait un truc formidable quand il était mal accueilli, que les gens qui rentraient en scène, et voici Fernand Reynaud. Il rentrait,
si les gens n'applaudissaient pas, alors ça donnait ça, je veux vous le mimer parce que je l'ai vu 50 fois, il faisait... Et voici pour terminer, comme ça. Il regardait la salle, il faisait « Ah bon, pas d'applaudissements ». Et voici pour terminer, il avait le... Il n'aimait pas, alors chaque fois qu'il y avait un bruit, une dame qui froissait un papier, qui bouffait un bonbon, c'était l'horreur, là, il l'interpellait, il se fâchait, il se mettait en colère. Aussi vrai que cette dame regarde son poudrier et qu'elle regarde la beauté qu'elle a. Merci madame. C'est un peu long, j'en ai pour 2 minutes, puis après je m'en vais. Non mais c'est excitant pour un artiste de voir une dame qui est là. Je parle à la dame qui a les cheveux gris et les lunettes noires. Voilà. Je vous ai pas dérangé. Tu vois les gens dans la salle? Si je les vois, je les entends jusqu'au 100e rang. Et s'il y en a un qui dort, il te gâche ta soirée complètement. S'il dort, c'est pas très grave. Mais enfin, s'il est amorphe, oui. Alors je saute dans la salle, je vais le secouer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va arriver. Bonjour. Alors il est tout épaté. Qu'est-ce que c'est cet imbécile? Il était sur scène, il est venu me réveiller. Parce que moi, il y a un gros plan en plein. Et alors à ce moment-là, ça donne une émulsion dans la salle. Et puis le principal, c'est que tout se termine bien. Oui, parce que s'il fallait s'asseoir sur les genoux de tous les spectateurs, ça ferait des drôles de soirée quand même. On y va quand même. Moi, j'aime bien sauter dans la salle. Hop! Hop là! Vous avez vos papiers? Vous avez vos papiers? Oh, vous avez vos papiers là? Qu'est-ce que c'est ce travail là? Durand, encore un étranger. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Vous avez vos papiers où là? Vite, que ça saute. J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Dupont, encore un étranger. Il vient manger le pain des Français. Je suis douanier. Je suis pas un imbécile. J'ai vu son nom grandir sans que ça m'étonne. C'était normal, c'était logique. Personne ne faisait ce qu'il faisait. Mon père, je crois pouvoir dire qu'il a inventé le récital, c'est-à-dire le one-man show du comique qui fait la première partie jusqu'à la deuxième partie. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre en scène et qui tient un public pendant 2 heures sans le lâcher sous les rafales de rire. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Premier, deuxième, troisième acte, parfait. Le début du 4e acte commence. Et la première phrase de Boudu devait être... Quand vous descendrez, montez dedans. Vous verrez le petit comme il est grand. Pourquoi que ce soir-là, Boudu fut pris par le trac, je n'en sais rien. Avait-il été trop félicité à l'entracte? Toujours est-il qu'il rentre sur scène, impossible de se souvenir un seul mot de son texte, et je vois ce pauvre Boudu seul sur la scène, complètement perdu, en train de... Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Oh mince alors, qu'est-ce que je dis? Combien de marins, combien de... Le souffleur. Le souffleur était tchécoslovaque. Les machinistes soufflaient, le régisseur soufflait, tout le monde soufflait. C'est moi une si le public lui-même ne soufflait pas. Moi, Balandard, j'étais dans les coulisses, j'étais décontracté, je faisais l'albardier au 7e acte, nous étions au début du 4e acte, alors j'étais là, disais-je, je vaquais. Je m'aperçois de l'incident et je me mets à lui crier comme tout le monde. Boudu, quand vous descendrez, montez donc. L'ai-je surpris. Toujours est-il que se tournant vers moi et me voyant là, devant lui, en désespoir de cause, il se met à dire: tiens, quelle surprise! Voilà l'albardier. Moi qui étais habillé en ménestrel. Au 4e acte, je faisais la foule. Quiconque, à ma place, eût été désorienté.
Il y avait deux Fernand Reynaud. Il y avait un Fernand Reynaud qui était un génie, et il y avait un petit Fernand Reynaud derrière qui courait derrière lui-même sans pouvoir se rattraper. Il ne s'est jamais fait à lui-même l'idée réelle de ce qu'il était, de son potentiel comique, son génie était plus grand que lui. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand il cessait d'être en scène, ou quand il ne faisait plus rien pour être le Fernand Reynaud que tout le monde connaissait, il y avait un Fernand Reynaud derrière qui courait derrière, et il ne s'est pas rejoint. Il n'a pas assumé il avait du mal à assumer son génie, je crois. Fernand Reynaud, c'est pas le monsieur qui dit on va faire ça, ça sera comme ça. Tu dis peut-être. Et je trouve que c'est une humilité vis-à-vis de ton métier très sympathique. Non, enlève ça, c'est le mot humilité. Et le mot même sympathique, c'est vrai. Tu connais un chirurgien qui va faire une opération, admettons, d'appendicite, qui pour un grand chirurgien, c'est bénin. Avant de rentrer dans le bloc opératoire, est-ce qu'il va dire « je suis sûr que ça va très bien marcher ». Il va peut-être le dire « vous en faites pas », mais il jamais dira « c'est sûr ». On ne sait jamais. Le cœur peut flancher, hop, vite la caféine pour mettre le trait. Oh, mince, je m'y attendais pas. Pourtant, c'est une jeune fille de 18 ans, elle est en pleine forme. Hein. Avec les poumons, vite, l'oxygène. Mais il arrivera à sauver la fille, à faire la bonne opération. Et quand elle se réveillera, comme le public qui sortira de la salle, eh ben, vous voyez, ça s'est bien passé, chirurgien ou comique. Vous aviez des problèmes, vous pensiez que vous auriez des ennuis, que ça s'est bien passé. Le chirurgien ne lui dit rien, ça s'est bien passé. Il ne va pas aller dire qu'il a été ennuyé par telle et telle chose. Comme nous, sur scène, quand il y a des gosses qui chialent dans la salle, qu'il y a un type qui est beurré, qui se lève. Ce qu'on appelle les impondérables, il y en a 25 000. C'est ça, on dit toujours peut-être, mais toujours avec le sourire. On sourit, mesdames, messieurs, tout va bien. Là, on sourit, mais là, derrière... Il avait l'angoisse l'angoisse de la vie, il avait l'angoisse avec les femmes, il avait l'angoisse de l'argent, c'est vrai qu'il avait, au départ, il partait de rien, donc le pognon pour lui c'était important parce que c'était pas seulement le fait de s'acheter des voitures ou de s'acheter, c'était d'un seul coup quelque chose il avait la peur de l'avenir. Et si demain j'arrête, et si demain on m'aime plus, et si demain je fais plus ce métier, il faut que je mette de l'argent de côté. Et il y avait, tout en étant extrêmement généreux, il avait à la fois le côté un peu pas avaricieux, mais en tout cas prévoyant des Auvergnats, et le côté très large, parce que c'était un homme qui était capable de gestes, de générosité extraordinaire. Moi, je vais vous donner du fromage français, monsieur. Vous allez l'amener chez vous, vous allez l'essayer, et s'il vous plaît pas, vous le ramènerez. Ça va? Ça va. Et avec ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais de la morue d'Écosse. Écoutez, monsieur, nous en France, nous avons des marins bretons qui vont en Islande chercher la morue française. Et vous voulez de la morue d'Écosse. Voilà de la morue française. Vous allez l'amener chez vous. Vous allez l'essayer. Et si elle ne vous plaît pas, vous la ramènerez. Ça va? Ça va. Et avec ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais de la sardine du Portugal. Vous voulez pas du couscous canadien, non? Ou du chiporletta de Venezuela, Je veux de la sardine du Portugal. Moi, je vais vous donner de la sardine française, monsieur. Ça, c'est français. Et je suis pas chauvin comme tous les Français. Vous allez l'amener chez vous. Vous allez l'essayer. Et si elle vous plaît pas, vous la ramènerez, ça va? Pas vous énerver pour ça. Oh, est-ce que vous êtes susceptible, alors? J'avais fait la connaissance de votre sœur, qui est au demeurant très gentille. Nous avions sympathisé, je voulais me marier avec, mais si elle a le même caractère que vous, je crois que je vais choisir une Italienne. Une Italienne? Vous voulez critiquer ma sœur? Yo, yo, viens ici. Yo, vous voulez critiquer ma frange? Yo, yo, viens ici. Viens. T'es en peignoir, on s'en... Viens. Regardez ma frange, elle n'est pas jolie, ma sœur. Regardez-moi ça, je suis mignon. On dirait des danseuses anglaises. Regardez ses dents, regardez ses petites... Regardez, c'est bien simple. Amenez-la chez vous. Vous allez l'essayer. Et si elle ne vous plaît pas, vous la ramènerez. Ça va? Le personnage de Fernand, c'est un peu un personnage
bon, l'idiot sur scène. Oui, moi j'aime bien être traité d'idiot. Mais dans la vie, est-ce que les gens font pas le rapprochement? C'est pas agaçant de temps en temps? Non, si les gens sont polis, ouais, ça va. Mais ils sont souvent impolis? Ah ouais, ça arrive, c'est un problème délicat. Il y a eu beaucoup d'histoires où il tapait dans la gueule de quelqu'un qui le poursuivait trop, parce que, étant très populaire, le public veut lui dire « Alors Fernand, tu vas nous faire marrer, allez viens Fernand, on va se marrer, allez viens boire un coup, tu veux pas boire un coup ?» Ça serait merveilleux, une loi, on a le droit de foutre une tarte sur la gueule à quelqu'un qui vient vous ennuyer. Paf! Il y a des gars... Il y a Fernand, toujours aussi con, enfoiré, con, hein. Alors, si je suis avec ma femme et mes enfants, ça veut dire que je suis susceptible. J'aime pas beaucoup ça. La première fois que mon père a rencontré ma mère, qui était chanteuse, elle chantait dans une brasserie qui s'appelait chez Graff. Il y avait du bruit dans la salle, et ma mère chantait du Prévert. Le patron n'avait pas été très content d'elle, enfin c'était son avis, et mon père, qui avait trouvé que cette chanteuse avait du talent, avait immédiatement pris sa défense, et c'est ce qui a tout au départ scellé l'amour entre mon père et ma mère. Ils se sont mariés en 1955, et ils se sont séparés en 1973 quand mon père a eu son accident. Est-ce que vous avez une vie en dehors de cette profession terrible qu'est le métier de comique? Ben bien sûr. Oui, je suis marié, puis j'ai un petit garçon qui s'appelle Pascal, qui a 3 ans et demi. Mais notre métier, nous y pensons constamment. Nous sommes obnubilés par notre métier. L'autre fois, j'avais un copain, il est venu déjeuner à la maison, il m'a dit « Mais pourquoi tu n'achètes pas des tableaux? C'est nul. » Je sais pas, parce que je n'ai pas pensé. Ça m'était pas venu à l'idée. Il m'aurait dit « Dis donc, dans ton numéro d'hier, pourquoi... » Ah oui, tout de suite, ça m'aurait intéressé. Toto, mange ta soupe. Non, je la mangerai pas. Moi, ça, je vais pas manger ma soupe, là. Ça me dit rien. Il y a des jours, on a pas envie de manger de la soupe, c'est vrai. Quand le temps est lourd, Un enfant bien éduqué ne doit jamais parler à table. Alors, mange tout de suite, ne discute pas, parce que moi, je suis ton père, et si tu ne m'obéis pas, je me verrai dans l'obligation de te foutre une tarte. Je te jure que tu mangeras ta soupe immédiatement. Oh, j'en ai marre. Que je mène dans cette misère. Toujours m'obliger à manger des trucs. Les voisins. Bourreau d'enfants. Il pensait quand même faire ses adieux au music hall parce que le récital le vidait trop. C'est-à-dire quand il sortait de scène, il était exténué. Nous-mêmes, on n'était pas contents. Parce qu'après, il s'écroulait, il n'en pouvait plus, mais enfin, c'est de la folie. Et je pense qu'il a eu son accident à cause de cela. Il a tellement de choses dans la tête, et puis vouloir faire son business lui-même, et puis s'occuper de tout. Au bout d'un moment, le cerveau humain, ben, il pète les plombs. Il avait beaucoup de problèmes avec les impôts, qui l'ont encore beaucoup torturé. Et il s'était expatrié en Nouvelle-Calédonie pour avoir au moins un répit fiscal.
qu'il aurait arrêté. Je pense qu'il aurait fait les breaks, mais je crois qu'il avait un tel besoin du public et un tel besoin de la scène. Je crois, sincèrement, je peux me tromper, mais je crois qu'il aurait continué. Peut-être qu'un jour, maintenant, il se serait arrêté, c'est possible, mais je crois qu'il aurait continué parce qu'il aimait ça, il adorait ça, et au fond, il était heureux quand il était sur la scène. Évidemment. Après un triomphe à l'Olympia, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire comme triomphe. Quelques jours après, j'avais besoin de parler un petit peu avec lui, comme un fils a besoin de parler à son père. Et on était relax, et je dis, toi, papa, en parlant des métiers, toi, papa, tu fais rire les gens. Et il m'avait répondu, avec un œil malin, j'essaye. Et ça m'avait frappé. Un monsieur qui avait 20 ans de succès, et qui tout d'un coup répondait, j'essaye.
Votre place est réservée pour le plus grand et le plus prestigieux festival européen de l'illusion et de la prestidigitation, les Mandrakes d'or, après la météo et Soir 3.